Chers amis rivaroliens, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une lecture un peu particulière. Je vais remonter un peu le temps. Nous allons aller au numéro 3444 du 28 octobre 2020, en dernière page, page 16, où Hannibal, en fait, a eu du nez. Puisque 5 semaines à l'avance, eh bien, il s'est piqué de faire la nécrologie de Valéry Giscard d'Estaing. Il ne pouvait pas savoir que celui-ci allait s'éteindre peu de temps après. Et j'ai trouvé intéressant de vous en faire la lecture. Alors, cela s'intitule Un grand susceptible. On peut y voir donc un dessin de Chartres, bien sûr, où Valéry Giscard d'Estaing, entiché de son costard-cravate, avec la Légion d'honneur que l'on distingue, montre 3 avec 3 doigts et s'exclame: ben, je l'ai enterré 3 présidents. La cinquième, je n'ai peut-être pas fini. Bon, vous me pardonnerez cette imitation de piètre qualité. Allons-y. Donc, un grand susceptible, par Hannibal. J'aime être tranquille pour m'occuper de mes viandes froides. Ainsi nommait-on naguère les nécrologies rédigées à l'avance, que les rédacteurs en chef gardaient sous le coude pour les publier le jour de la mort du récipiendaire. Ça se prépare pépère, en rassemblant la documentation, sans hâte, en relisant des livres devant une tasse de thé au lait. L'automne est propice à ce sport. Hélas, c'est comme les viagers, ça comporte un risque que l'heureux élu traîne en chemin, n'ayant nulle envie de passer l'arme à gauche. Par exemple, on m'a commandé une reine d'Angleterre il y a une éternité, et j'ai déjà dû la rafraîchir en urgence voilà 2 ans, l'été où elle a eu un ennui de santé. C'est embêtant, il faut changer le nombre de ses corgis et tout. En plus, je crains qu'elle ne règne plus longtemps que Louis XIV. Bien sûr, ce ne sera pas le même genre de règne, mais on dira dans le Guinness des records, Élisabeth II, le règne le plus long de l'histoire de l'Europe, etc. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté 2 livres sur Valéry Giscard d'Estaing. Il est de 1926, il faut commencer à se tenir prêt. Bien que je la lui souhaite encore longue et heureuse. À la réflexion, il me semble en outre qu'il est plus opportun de publier la biographie récapitulative d'un homme avant sa mort qu'après. D'abord, il est encore dans l'actualité. C'est le cas de Giscard. Il y a quelques semaines encore, il a fait parler de lui en laissant traîner sa main lors d'une séance de selfie sur la hanche d'une jeune journaliste allemande. Du moins l'a-t-elle prétendu. Ensuite, l'intéressé peut lire l'article, ça l'amusera, et il peut même donner son avis, pourquoi pas rectifier. Mais la meilleure raison est que j'avais prévu d'écrire une chronique sur Fratelli Tutti et le premier concile du Vatican, que je suis dessus depuis 2 semaines, alors que j'écris d'ordinaire à toute vitesse, même trop vite. Je ne trouve toujours pas le ton. Il y a des sujets très difficiles et très importants où l'on peine à être à la fois juste et opportun. En attendant que cela mûrisse, je vais donc vous parler de Giscard. Vous n'êtes pas superstitieux? Ça ne lui portera pas malheur. J'ai été giscardien, l'espace d'une élection. Le temps charmant du printemps 1974. Il n'y avait pas le choix. Chaban, non. Mitterrand, encore moins. Royer, il n'était pas méchant, mais franchement pas possible. Le Pen, je ne connaissais pas. Alors, Giscard à la barre. Nous avons enfilé notre t-shirt avec ma pas encore fiancée, qui est aujourd'hui mon épouse, et nous avons collé dans les banlieues de Strasbourg. Sans demander de rémunération, comme le firent certains camarades, gratis pro deo. Pour le simple plaisir de voir la gauche reboucher son champagne. C'est assez chaud. Les équipes gaullistes et communistes nous coursaient. Quelques semaines plus tard, Giscard nous dégoûtait avec sa société libérale avancée, ses réformes sociétales à la mort moelleux et tout son tout-un moderne. 7 ans après, alors que l'affaire des diamants de Bokassa eut ruiné sa réputation d'honnêteté, et après que celle des avions renifleurs eut écorné celle de sa sagacité, il tomba de son trône et la foule toujours versatile le conspua lorsqu'après un au revoir pathétique,
il sortit de l'Élysée par la porte de derrière. De service, circonstance terrible pour ce grand bourgeois, entiché de sa fausse particule et fier de descendre de Louis XV par la main gauche. La France était passée de l'ombre à la lumière. Le Panthéon résonnait des pas de l'homme à la rose. Chirac jubilait, pensant rafler la mise aux législatives qui allaient suivre. Le peuple de gauche chantait du Gilbert Bécaud. Les vannes s'ouvraient enfin à l'invasion massive de la France, tandis que le pillage méthodique de ses entreprises commençait. L'ère Mitterrand s'ouvrait. Avec deux amis du quotidien, l'ours et le vieux père Chambe, nous regardions cela d'un œil désolé. Et nous avons fondé un informel club giscardien, pour ainsi dire posthume. Alors que les uns chantaient les louanges de l'homme de l'Observatoire, et les autres celles du bulldozer de Pompidou qui s'était transformé en faux corésien, nous regrettions tous trois le printemps 74, parce que le socialisme accentué de Pierre Mauroy nous semblait pire, à tous égards, que le socialisme limité de Raymond Barre, et que nous préférions un comptable ennuyeux à un démagogue revendiqué. Le vieux père Chambé ajoutait « Il nous a débarrassés des Gaulards, ce qui était tout optimiste, très optimiste, et l'ours estimait en outre que les giscardiennes avaient de jolis seins, ce qui était une généralisation abusive en même temps qu'une marque de racisme social. Mais enfin, l'idée générale était quand même juste. 1974, c'était la revanche de 1968, de la chienlit, de la saleté, de l'abominable conformisme de gauche, en même temps que de 1958, l'escroquerie gaulliste. On avait espéré, avec chapeau, poignat, de les manger feuille à feuille. Tu parles. On eut Simone Veil, Chirac, Jean-Pierre Fourcade, Stoléru, même JJSS et sa Giroud. On finit par ne plus pouvoir voir Giscard en peinture. Ses éboueurs maliens, ses invitations à dîner, sa bouche en cul de poule, son air d'en savoir plus que les autres, ses inventions à la noix, ses certitudes à la graisse de hérisson. Après, hélas, on eut les autres, toujours plus bas dans l'ennui et le déclin. Les gens du programme commun, les communistes, ça passait encore. Ils étaient ce qu'ils étaient, la peste, sans surprise. Mais les socialistes, c'était plus grave. Toutes les nuances du choléra, les brutes de fonderie, frais pondus de l'éducation nationale, et puis les lavés, les pires. Ceux qui allaient devenir des bobos, le genre fâcheux, qui ne se rend pas compte qu'il est fâcheux, bête à manger du foin, qui se croit malin. L'intolérance donneuse de leçons. Alors on s'était dit, c'était quand même mieux avant, non? On préférait déjeuner avec Anne Méot ou Mylène Descamps qu'avec Monique Lang. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? C'est pour le savoir que j'ai acheté d'occasion mes deux livres. Le Passage, d'abord, le premier roman du futur académicien, celui qui avoue tout. Ses ambitions littéraires d'abord. La dédicace rend un hommage discret à Guy de Maupassant. Maupassant était le protégé de Flaubert, l'arrière-grand-père maternel de Giscard, Agénor Bardoux, qui fut ministre de l'Instruction publique, donnait des coups de main à l'ermite de Croisset, lui rédigeait des notes, relisait les manuscrits, etc. Giscard n'a aucun talent littéraire. Il le sait. Il en souffre. Mais il y a en lui une effusion pour la littérature, une sorte de révérence pour la culture du XIXe siècle. Le Passage raconte l'histoire d'un notaire de province qui va chasser chez un ami et croise une jeune fille qui fait du stop en sens inverse. Il hésite, continue sa route, tue le mauvais cerf, se fâche avec son ami, retrouve la demoiselle, elle s'installe chez lui, en aime un autre, ils couchent ensemble, elle s'en va. L'ami se nomme Michel, comme Poniatowski, et Valérie raconte ses indécisions et ses meurtrissures, durant quelques semaines d'attente et d'exaltation. Il s'y montre d'ailleurs en chauffage des grandes maisons froides qu'en cuisine.
Il ne manque pas d'une pointe d'autodérision, un peu naïve mais gentille. Dire que c'est passionnant serait excessif, mais le récit est clair, comme quand Giscard, ministre, expliquait les finances au tableau noir. Quant au style, je laisse la parole au lecteur, à qui j'ai racheté son exemplaire, qui a noté son opinion au crayon dans la marge. Il y a beaucoup de mal dit, un abbé et plusieurs Français, faute de français, l'auteur écrivant réalisé pour s'aviser d'eux. L'ensemble est plat, comme une limande anorexique après le carême. Une chose frappe. Comme dans l'un de ses livres politiques où il parlait des jambes d'Alice Saunier-Seité. Alors ministre, l'absolue honnêteté du personnage, le croire coupable dans l'affaire des diamants relèverait de la démence. J'ai lu également la biographie publiée en 2018 par Éric Roussel. C'est correct, à en pleurer. L'histoire du maître racontée par son chien, écrite à la truelle avec de la mie de pain trempée dans de la colle de nouilles. Mais l'auteur a recueilli les confidences du vieillard et consulté de nombreuses archives. On trouve donc plusieurs choses intéressantes dans son fatras. Avec au bout du compte un portrait terrible dans la mesure même où il se veut flatteur. Et une grande honte, après la lecture, non pas d'avoir voté pour lui, cela ne fut pas, mais d'avoir préféré un instant ce caïman aux autres du même élevage. Premier trait qui confirme le passage. Giscard est une sorte de sensible dissimulé, un grand susceptible, constamment blessé, par tout et par tous. Edgar Faure, De Gaulle, Pompidou, Chirac, en conséquence de quoi il garde toujours un chien de sa chienne à ses amis politiques et trahit autant qu'on le trahit. Il a tué De Gaulle au référendum de 69, comme Chirac devait le tuer à la présidentielle de 81. Lui qui prétend sans cesse, leitmotiv repris naïvement par son biographe, ne pas s'intéresser à la politique politicienne, n'a cessé de s'y complaire. On lit avec amusement que ce pointilleux républicain, défenseur sourcilleux des formes parlementaires, contempteur des coups et dénonciateur de l'exercice solitaire du pouvoir, a su très bien, à l'occasion, pour aider Edgar Faure en difficulté lors des cantonales de 1955 dans le Jura, priver d'électricité un meeting poujadiste qui se donnait dans une salle publique en coupant le courant depuis la mairie. Cet acte illégal et agressif, mais occulte, commis de plus par la puissance publique, est assez caractéristique. Cet excellent exécutant, qui savait construire patiemment sa carrière, fut un mauvais chef, donc un mauvais président, parce qu'il manquait de flair. En 1968, par exemple, on le voit se faire discret, ce qui montre de la prudence, mais il sort du bois, à contretemps, le matin du 30 mai, en demandant la tête de Georges Pompidou. Dans l'après-midi, De Gaulle retournait la situation et confirmait le Premier ministre. On retrouve la même rage de manœuvre maladroite dans l'affaire de la mairie de Paris, où Giscard, souhaitant faire élire son ami Dornano, l'autre Michel, fit élire Chirac, ou l'art de se prendre les pieds dans le tapis. Deuxième trait, méprisant fort ouvertement Chirac pour son absence de vue d'ensemble, Giscard prétendait changer la France pour l'amener vers l'avenir. Tel était l'objet de ses réformes et de sa société libérale avancée. Mais près de 50 ans après, ces actes ont amené des conséquences imprévues. Son échec est total. En matière économique, il se prétendait libéral. Or, en tant que ministre des Finances, son plan de stabilisation de 1964, dirigiste et tatillon, a cassé l'industrie française, et en tant que président, la hausse des prélèvements obligatoires a fait basculer la France dans le socialisme, l'impôt sur les plus-values a freiné la croissance, l'emprunt Giscard fut une erreur technique et un expédient ruineux, et la démagogie sociale, illustrée notamment par l'indemnisation du chômage à 90%, n'a pas préservé la France du programme commun de la gauche. En somme, échec et fausse habileté. En matière morale, ces réformes ont échoué aussi. Majorité à 18 ans, divorce par consentement mutuel et avortement ont contribué à dissoudre la société française. Quant au regroupement familial, du moins Giscard a-t-il reconnu ses effets terribles.
Dès 1991, il dénonçait l'invasion de la France et il avoue aujourd'hui à Roussel que le grand regret, il ne va pas jusqu'au remords, de sa carrière est ce décret de 1974. La même année, le cinéaste Raymond Depardon a tiré un bon documentaire de sa campagne présidentielle, où on le voit, candidat au volant de sa 504, partir à la conquête de l'Élysée, flamberge au vent. Ce ne fut pas sa seule chevauchée. De l'automne 44 au printemps 45, il a fait partie, à bord de son char de l'armée de Lattre, marchant sur le lac de Constance, et il a combattu avec courage et compétence. On sent qu'il en fut heureux, et on le comprend. On ne sait pas en revanche pourquoi il s'était engagé. Sa mère bonapartiste était devenue gaulliste. Son père était maurassien, et son grand-père maternel, Jacques Bardou, sénateur républicain social du Puy-de-Dôme, vota les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, avant de devenir membre du Conseil national sous l'État français et d'être déclaré pour cela inéligible à la Libération, condamnation dont il fut relevé grâce à ses relations. Il entra peut-être dans son engagement une volonté de faire plaisir à sa maman et de racheter les membres masculins de sa famille. Quoi qu'il en soit, il existe un point commun entre les deux chevauchés de Giscard. C'est un chant, celui du départ, dont il fit son hymne personnel. Qui a vécu en 1974 se souvient qu'on nous en cassait les oreilles, comme l'a très justement montré Pierre Tchernia dans son joli film La gueule de l'autre. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Ce chant dit l'exaltation juvénile de Giscard pour la République. Issu d'une lignée de notables enrichis et comblés d'honneur par la République. Lignée fondée par Agénor Bardou, lui-même républicain. C'est un garçon riche, ambitieux, mais engoué des valeurs dominantes. Comme son arrière-grand-père, comme son modèle Pierre Waldeck-Rousseau, l'homme de la loi de 1901, c'est un modéré, un moderne et un progressiste, qui n'a qu'un véritable ennemi, la réaction cléricale et d'extrême droite, c'est-à-dire la France catholique et traditionnelle, que les réformes fiévreuses des premiers mois de son septennat eurent pour objet de faire disparaître. C'est aussi un européiste convaincu, partisan d'une fédération où la souveraineté nationale se diluerait. Dans De Gaulle et ses successeurs, il critique tout ce qu'il y a de bon. Le discours de Phnom Penh, la condamnation de l'agression israélienne de 1967 et la phrase sur le petit peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Le Québec libre, la sortie du commandement intégré de l'OTAN, la politique de la chaise vide à Bruxelles, plus tard la politique indépendante de Michel Jobert. C'est une boussole qui indique toujours le Sud. S'il fut un concurrent féroce et rusé de Chaban-Delmas à la présidentielle, il partageait complètement son projet de nouvelle société, hormis la technique économique. Marxiste, démocrate chrétien ou libéral, tout ce beau monde, y compris Mendes et Chirac aussi, n'avait qu'une haine, l'extrême droite, qu'un désir, le progrès sociétal. Roussel a le mérite de rappeler que Giscard plaça la dépénalisation de l'avortement au premier rang de son programme. Seule la naïveté des nationaux anti-gaullistes leur fit croire qu'il s'agissait de simples promesses de campagne. Ce malentendu lui a permis de gouverner au centre, c'est-à-dire de capter les voix de la droite pour faire la politique de la gauche. Ce fut avant la lettre un arc-en-ciel bien tempéré. Article donc d'Hannibal. Eh bien, monsieur Giscard d'Estaing, paix en votre âme, et sans rancune.